Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin de l'expert, cette émission proposée par Assure TV. Nous retrouvons notre expert. Bonjour Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Philippe, je rappelle que vous êtes consultant en management et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble une thématique bien spécifique, à savoir les préférences comportementales ou si l'on doit schématiser le comment je préfère agir. Oui. Je rappelle Philippe, nous l'avons déjà évoqué au cours de précédentes émissions, que vous concrétisez actuellement, vous finalisez l'écriture d'un ouvrage né de vos recherches et de vos études sur le management. Et puisque j'ai eu la chance de lire quelques-unes des précédentes pages, vous écrivez « Il est des hommes qui ont consacré leur vie à vouloir comprendre pourquoi l'être humain est capable du meilleur ou du pire. Ce faisant, leurs observations et leurs travaux nous permettent encore aujourd'hui d'exercer, même en entreprise, une bienveillance managériale qui facilite le résultat et permet de l'atteindre sans forcer. » Et je ferme les guillemets. Alors, quels sont ces hommes que vous évoquez dans cette phrase ? Oui, alors leur importance pour moi est capitale parce que vous venez de le dire, c'est atteindre des résultats sans forcer. On peut toujours atteindre des résultats, mais à quel prix? Bon. Donc ces hommes sont par exemple Carl Jung, qui est assez connu dans le domaine de la psychologie et des préférences comportementales, mais vous avez aussi William Moulton Marston, et puis encore Edward Springer, pour ce qui est des systèmes de valeurs. Ces hommes ont consacré leur vie effectivement à faire ces études-là, et aujourd'hui on en bénéficie pleinement, et depuis quelques années je me suis aussi rapproché des travaux que faisait Robert S. Hartman dans l'axiologie, c'est-à-dire les appétences, l'évaluation des axes du cerveau et des appétences mentales qui ont une importance capitale dans le management. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne seraient peut-être pas initiées à toutes ces écoles de psychologie, peut-on en quelques mots rappeler la substance de leurs travaux et en quoi ces derniers peuvent favoriser le management authentique en entreprise aujourd'hui ? Oui, vous seriez surpris, Philippe, de savoir que ça a commencé 444 ans avant Jésus-Christ avec un monsieur qui s'appelait Empédocle, ou parfois on prononce Empédoclès, et qui étudiait il avait sa classification du comportement humain déjà. Il étudiait par exemple les gens, il regardait les gens qui correspondaient un petit peu à la terre, qui avaient un comportement très terre, très ancré dans la terre. Puis les gens qui avaient un comportement très volatile, comme l'air. Bref, il se basait sur les 4 éléments, voilà, pour avoir ces classifications. 40 ans après, seulement 40 ans après, le fameux Hippocrate, le serment d'Hippocrate, donc le premier médecin arrive et commence à dire, bon, ce café Empédocle, c'est gentil, enfin je caricature, je n'étais pas là pour savoir ce qu'il avait dit, mais il a pu très bien dire ça à un moment donné, bon, ce café Empédocle c'est bien, mais moi je vais le vérifier sur le plan scientifique, notamment sur le plan de la chimie. Et donc, Hippocrate s'est intéressé à la bile, à votre vésicule biliaire. Et il a comparé les comportements des gens à l'état de la chimie qu'il y a dans la vésicule biliaire, et il a produit une classification. Bon. Ensuite, on a Springer, qui lui est mort en 1963, qui a travaillé sur le système des valeurs. Et là, c'est énorme parce que d'un seul coup, on est rentré dans ce qu'on aurait appelé il y a encore 30 ans une chasse aux sorcières, toucher aux valeurs des gens, leur système de valeurs, on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on en parle communément. Quels sont les leviers de motivation d'une personne? On ne les trouve pas seulement dans les comportements, on les trouve aussi dans le système de valeurs. Et quant à Hartman, pour terminer par lui, eh bien lui, ses travaux, si vous voulez, ont même été mis sous forme d'algorithmes, comme pour les comportements, comme pour les systèmes de valeurs. Et aujourd'hui, Hartman est reconnu comme le fondateur de l'axiologie, qui est une science mathématiquement exacte. Il n'existe pas de science exacte, et heureusement, parce que cela préserve un petit peu la part d'intimité dont nous avons besoin. Mais alors par rapport à ce que vous venez d'évoquer, à tous ces personnages, en quoi les applications managérielles aujourd'hui peuvent-elles s'emparer de ce qu'ils ont laissé comme héritage ? Oui, bien, si vous voulez, j'ai pour habitude de comparer ça à une boussole. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas enfermer les gens dans des cases. Je veux seulement aider les managers à comprendre quelles sont les grandes tendances de leurs collaborateurs, les grandes préférences. Donc c'est une boussole d'orientation, autant pour les comportements que pour les valeurs, que pour les appétences mentales. Mais pour ce qui est des comportements, c'est extrêmement important, parce que quand on touche aux préférences comportementales de nos collaborateurs, on est capable de dessiner leur environnement optimal en termes de réalisation de tâches et d'activités. Parce que là, on fait émerger le nectar comportemental du collaborateur. Et si on trouve un environnement qui correspond à ce nectar,
bingo, ça va le faire pour lui comme pour nous. Et alors concernant Sprenger et Hartmann, sur les atouts qu'ils nous ont laissés? Oui, eux ont travaillé, alors Sprenger a travaillé, donc comme je vous le disais, surtout sur les valeurs et les motivations qui poussent à agir. Autrement dit, c'est important, par exemple, dans le recrutement, c'est fondamental. Qu'est-ce que le poste qui attend la nouvelle recrue propose en termes de valeur à ce candidat au poste? Parce que s'il y a adéquation, il sera motivé pour assumer les finalités de ce poste. Hein. C'est particulièrement vrai pour le système de valeurs. C'est lié non plus aux tâches et aux activités, au comment je préfère agir, mais au pourquoi j'agirai avec facilité. Je veux bien que nous revenions sur cette première partie, sur les travaux de Jung et Marston. Si je suis moi-même manager, comment, et sans avoir à lire tous leurs écrits qui sont sans doute très intéressants, mais on va dire que je n'ai pas forcément le temps, comment puis-je les utiliser, ces outils? Voilà. Alors, si vous voulez, on va parler d'un outil majoritairement connu comme étant l'outil qui évalue les préférences comportementales dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises très fonctionnalistes l'utilisent déjà. En tous les cas, elles utilisent la source et après, il y a des écoles qui se sont greffées autour de cette source. Ça s'appelle le DISC. Voilà, D-I-S-C. Le D veut dire dominant. Comportement donc dominant. Le I veut dire influent, comportement influent. Le S veut dire stable, comportement plutôt visant la stabilité. Et évidemment, le C veut dire conforme ou conformité. Donc ce sont des personnes qui ont pour préférence comportementale de s'inscrire plutôt dans les règles, dans les normes et dans les process. Et c'est important, très important, d'évaluer ça le plus tôt possible chez nos collaborateurs parce que ça va permettre aux managers justement de mieux orchestrer ces préférences comportementales. Orchestrer, ça me rappelle quelque chose, hein, parce que je crois que c'est le titre de votre livre à venir. Il n'y a de bon manager que celui qui sait orchestrer les préférences de ce collaborateur. Donc vous l'employez à bon escient. Oui, oui, oui. Et puis je le répète, et je veux bien réaffirmer cela tous les jours dans toutes les entreprises du monde. Si un manager n'a pas évalué les préférences comportementales de ses collaborateurs, il va orchestrer selon ses propres préférences comportementales. Et donc, il va y avoir dissonance entre lui et ses collaborateurs. Donc, plus il connaît les préférences comportementales de ses collaborateurs, et meilleur chef d'orchestre il sera, c'est sûr. Vous pouvez nous donner un exemple? Oui, oui, c'est bien de donner des exemples. Il y en a des centaines d'exemples, hein. Mais je vais en prendre un. Je m'étais noté celui-là au cas où vous me le demanderiez. Imaginez que votre nouvelle recrue soit orientée en termes comportementaux, harmonie, d'accord? Qu'elle ce soit quelqu'un d'inscrit dans la patience, qui veuille voir cette harmonie s'installer durablement dans son environnement professionnel. Bon, vous allez avoir là forcément dans le disque quelqu'un qui correspond à ce qu'on appelle la couleur verte. Voilà, la couleur verte qui amène ce caractère un petit peu protecteur de la nature, etc. Bon, c'est-à-dire cette personne, par exemple, va préférer s'effacer pour la collectivité, au risque même de se sacrifier pour elle. Elle va avoir tendance à se sacrifier pour son équipe, elle préfère se montrer loyale, elle préfère se montrer concrète, elle préfère se montrer aussi méthodique dans ce qu'elle fait, parce qu'elle est patiente et elle aime prendre en compte la collectivité plus que l'individualité. Je situe, hein. Voilà, là c'est situé. Alors, ce sont des qualités, mais si vous lui proposez un poste, par exemple, à l'opposé de ces qualités-là, imaginez que cette personne a la compétence, mais au niveau comportemental, le poste attend des comportements qui s'inscrivent dans l'énergie, dans l'innovation, dans l'impatience, dans la détermination, dans l'obstination même à atteindre des résultats le plus vite possible. Bien, il a beau avoir les compétences, s'il n'a pas les comportements, tôt ou tard, il y aura séparation. Et même ce genre de personnes-là dans une entreprise est même à prendre en considération quand on va, par exemple, manager la conduite du changement. Parce que ce ne sont pas des gens qui, avec leur patience et leur souci d'harmonie et d'harmonisation durable, finalement, d'harmonie stabilisée, vont aimer que l'on conduise le changement de façon brutale, par exemple. Mais alors là, vous évoquez le disque, le DISC, Oui. et vous rappelez qu'il y a des différentes couleurs. Oui. C'est pas un peu caricatural, ça? Oui, 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 évidemment, ça l'est, c'est surtout très ludique. C'est surtout très ludique. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'on vit avec sans s'en rendre compte. Dans le disque, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu. Mais regardez par exemple, lorsque le coucher de soleil arrive et que vous êtes absolument
admiratif de la couleur du coucher de soleil. Généralement, pourquoi vous le voyez rouge, le coucher de soleil, à la fin? C'est parce que la Terre s'éloignant, en fait, c'est pas le soleil qui va se coucher, hein, c'est nous qui allons nous coucher. Et la Terre s'éloignant, elle éloigne notre rétine, la rétine de notre œil, du soleil le plus possible. Et la seule couleur qui va avoir l'énergie suffisante, donc la longueur d'onde suffisante pour atteindre notre rétine, bah c'est le rouge dans les couleurs de l'arc-en-ciel et du soleil, qui est une synthèse additive. Eh bien, donc forcément, on vit toujours avec la synthèse additive du soleil, cette lumière blanche qui, décomposée par un prisme un peu humide, va donner tout de suite les couleurs. Donc finalement, on vit avec. Si vous prenez ensuite le jaune, regardez une tige de tournesol, c'est enthousiaste. Quand on voit un champ de tournesol, on n'est pas triste tout de suite, quoi. Je veux dire, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'enthousiaste, de gai, de lumineux. Voilà. Si vous peignez la chambre d'un enfant en jaune, vous allez sans doute un petit peu le surexciter, d'accord? Voilà. Pour le vert, c'est le contraire, c'est apaisant, c'est calme, c'est rassurant. Et pour le bleu, vous voyez, quand le soleil brille et que le ciel est bleu, on le voit bleu parce que c'est la longueur d'onde qui va finalement se poser sur la distance qui nous sépare de la couche atmosphérique. Et donc on va voir l'immensité de ce bleu parce que cette longueur d'onde vient frapper au bon endroit et au bon moment. Tous les jours, nous vivons avec ces couleurs. Donc ce n'est pas si caricatural que ça. Néanmoins, on a toujours cette sensation d'enfermer les gens dans des cases et avec les couleurs du disque, du DISC, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu ça? Est-ce que finalement ça ne va pas à l'encontre de ce que vous préconisez sur la détermination à vouloir faire baisser le jugement dans l'entreprise? Oui, la question est logique, elle tombe sous le sens. De toute façon, vous, moi, n'importe qui a toujours un a priori sur quelqu'un. Donc la vraie question qui se pose, est-ce qu'il vaut mieux avoir un a priori à partir de mes propres filtres ou alors tenir compte des déclarations de préférence que pourrait faire une personne au niveau comportemental, au niveau de ses valeurs ou au niveau de ses appétences mentales. Si je tiens compte d'elle et de ses préférences et de ses propres déclarations, je suis beaucoup moins dans l'a priori que si j'ai ma propre perception, n'est-ce pas? En fait, là, je fais tomber ce que j'appelle l'armure. Voilà. On fait tomber le paraître pour donner la possibilité à chacun dans l'entreprise d'être sans avoir à se cacher derrière une armure. Et ça va vraiment faciliter le travail de tous en termes de management, surtout de management authentique. Alors Philippe, pour que le collaborateur, la collaboratrice ou le manager puisse faire cette déclaration de préférence en naturel ou en adapté, quels outils utilisez-vous? Alors, personnellement, j'ai utilisé plusieurs outils dans ma vie et ils sont tous assez exceptionnels. Mais dernièrement, depuis environ 6 ans, j'utilise un outil qui a pour principe ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire que la personne va aller chercher dans des propositions qui lui sont faites, elle va aller chercher ses préférences et elle va les ordonner. Elle va donc les prioriser. Ce n'est pas un check. Vous voyez, ce n'est pas un check j'aime, j'aime pas, voilà. Donc, il y a très peu de déchets et le tout étant mis sous forme algorithmique très très précise, on a une data extrêmement fiable. Il en résulte un rapport qui peut être synthétique, déjà une 20aine de pages, ou alors un peu plus un rapport expert, 76 pages, que j'appelle moi une déclaration de préférence, d'attitude et de motivation. C'est-à-dire, déclaration de préférence, d'attitude et de motivation, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas un test. Il n'y a pas bon ou mauvais. Mais alors, une fois que cette déclaration de préférence est faite par le collaborateur, quelle suite doit donner le manager pour que ça avance? Oui, d'abord il faut partir de ce fait que le seul référent, ce n'est pas Philippe Gombaud, ce n'est pas l'expertise, ce n'est pas l'outil. Demain il y aura d'autres outils encore plus extraordinaires certainement avec des datas encore plus redoutables et je pense que c'est par là qu'il faut en passer, c'est bien. Mais le référent, c'est la personne elle-même. C'est elle qui doit valider les déclarations qu'elle a faites. Donc, à partir du moment où elle valide ces déclarations, eh bien, le rapport est considéré comme fiable, si vous voulez. Alors, après, vous parliez d'une suite. La suite à donner, c'est déjà son débriefing. C'est-à-dire quand vous avez fait une déclaration qui débouche sur un rapport qui vous permet de mieux vous connaître sur 76 pages, la moindre des choses, c'est qu'on vous débriefe. C'est que vous validiez avec moi au fur et à mesure ces déclarations. Quand vous les avez validées, c'est ce que j'appelle moi la première étape
opérationnelle du management, c'est la réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à imaginer des plans d'action, des accompagnements, des coachings, des formations. Mais tant qu'on n'est pas réconcilié avec soi-même, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire, si je vous entends bien, que les résultats, les restitutions de ces déclarations de préférence peuvent avoir un impact direct sur l'évolution du management? Ah oui, oui, effectivement. Je vais vous citer, parce qu'on pourrait aller très très loin dans ce domaine et nous n'en aurons certainement pas le temps, je vais vous citer 8 types de managers que l'on peut trouver grâce à ces classifications, grâce à cette boussole comportementale, ces grandes orientations. Vous avez un premier type qu'on pourrait appeler, on en parlait tout à l'heure, le management directif. D'accord. Donc, c'est quelqu'un, on a besoin de managers directifs dans l'entreprise. Hein. C'est quelqu'un qui, a priori, va donner de la direction, va prendre de l'initiative. Bon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le manager promouvant. C'est-à-dire qu'il est à la fois directif et à la fois très démonstratif au niveau de la communication. Voilà. Et il va donc assurer la promotion des projets. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle le manager expansif, qui lui n'est que dans la communication, qui s'est créé de la relation interpersonnelle, qui est véritablement, qui est peut-être le seul capable dans l'entreprise de dédramatiser les problèmes et de rester véritablement optimiste sur le plan relationnel notamment, d'accord ? Puis vous avez ensuite un autre type de manager qui s'appelle le manager facilitant. C'est-à-dire que le manager facilitant est à la fois dans la relation interpersonnelle et dans la relation collective. Voilà. Et puis vous avez un type de manager qu'on appelle le coopératif, beaucoup plus connu. Vous voyez que ces écoles de management ne sont pas toutes enseignées. Et quand je vous dis coopératif, c'est connu. Quand je vous dis directif, c'est connu. Mais les autres, beaucoup moins. Le coopératif, lui, va être orienté avec sa patience dont nous parlions tout à l'heure vers la collectivité, vers la prise en compte de l'environnement. Puis le manager coordonnant qui, lui, aime la hiérarchie et s'occupe de la hiérarchie des fonctions. Il aime gérer les fonctions, mais il aime aussi coordonner les équipes. Voilà. Et enfin, vous avez un 8e type qu'on appelle le manager normatif, qui est beaucoup plus connu aussi, qui, lui, est plutôt orienté règles, normes, process. Pourquoi vous semble-t-il si important finalement de prendre en compte ces préférences naturelles? C'est capital d'aller chercher dans l'inconscient les caractéristiques qui bâtissent l'univers comportemental des collaborateurs et des managers? Oui, oui, c'est très très important parce que tout à l'heure on parlait de parcours de vie, hein, vous vous rappelez. Ouais. Et votre parcours, ce n'est pas le mien. Et même si on avait eu les mêmes parents, on n'aurait pas eu le même parcours. Même les jumeaux n'ont pas le même parcours exactement. Donc, à partir de la construction de ce parcours de vie, si vous voulez, qui est en entonnoir, on fait des sélections d'informations. Et ces sélections d'informations, à un moment donné, vont déboucher, vont faire jaillir des préférences. Voilà. Mais ça reste inconscient. Je vous parle là d'un style naturel, inconscient. Je ne vous parle pas d'un style où on va s'adapter en étant objectivé. Non, non, c'est vraiment un style naturel. Et si je connais les préférences naturelles et inconscientes de mes collaborateurs, une fois de plus, je vais pouvoir mieux les orchestrer. Je dois connaître leurs forces. Et ça, c'est assez facile de vérifier les forces. Par contre, là où on investigue énormément, et on a peut-être tort de le faire autant, évidemment, c'est l'histoire du verre vide et à moitié vide ou à moitié plein, c'est sur les faiblesses. Voilà. Et enfin, il y a la limite, parce qu'on a tous une limite, même comportementale. Et celle-là, il faut la sacraliser. Sacraliser la limite comportementale Oui. du collaborateur. Oui. Ça peut être une bonne idée pour une prochaine émission, ça comme thématique. Avec grand On fait plaisir, comme ça. si vous le voulez. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Merci à vous de nous avoir suivis pour le Point de l'expert, cette émission proposée par Assure TV. À bientôt.